Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Aujourd'hui, l'école de soi a le privilège de recevoir Emmanuelle Cureau dans un épisode hors série. Emmanuelle est une influenceuse majeure des réseaux sociaux français et de l'univers télé. Elle partage depuis quelque temps avec sa communauté son intérêt pour le développement personnel et l'amour de soi. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan, Eric et Emmanuelle. Bonjour tout le monde, bonjour les filles. On a Bonjour. le plaisir d'accueillir Emmanuelle Cureau. On l'a eu... T'as changé, Alex. Hein. Ouais. Bah, écoute, une petite coupe. Alors, je vais faire mon Alex aujourd'hui. On a eu le plaisir de l'avoir en stage. Et elle nous a fait le plaisir d'exprimer sa vulnérabilité pendant 2 jours. C'était super beau. Du coup, on va partir sur un sujet complètement fou. Rien. On va juste partager entre amis une petite heure de discussion. Du coup, Manu, qu'est-ce que tu fais là? Je vais choper, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais là, Manu? Qu'est-ce que je suis venue chercher chez vous? Ouais, par exemple. On sait, pas le soleil. La campagne. Qu'est-ce que je suis venue chercher? Je pense, comme tout le monde, un peu des réponses. Une libération. Inévitablement. Ce que j'ai trouvé, d'ailleurs. Et en fait, je crois que quand je fais, moi, mes différents stages, ateliers, je viens pas dans l'idée de chercher précisément, à tout prix. J'ai dépassé ce cap. Je dis, bon, écoute, encore un truc de plus à découvrir. Qui sont ces deux-là? Ils ont l'air sympas. Je vais aller voir ce qui s'y passe. Et c'était fort. C'était très fort. Et la preuve, c'est qu'en peine, tu as reparlé là du stage, de ce qui s'est passé, la vulnérabilité, que les images sont revenues. Ouf, c'est monté. Et ce que je partageais, c'est que je me donne à cœur de faire pas mal de stages, de découvertes sur différents concepts, différentes méthodes. Et réellement, c'était un des stages les plus profonds. C'était un des stages les plus profonds parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit, je pense. Bonjour, je vais chercher un nouvel outil. Oh, ah non, je l'avais déjà. Ouais. Comme tu dis, je me suis fait prendre alors que je ne pensais pas. Je me suis fait prendre alors que finalement, il n'y a eu que 2 gros ateliers sur le stage-là. Ouais. Et en fait, c'était ce qu'il fallait. Je crois que j'ai vraiment trouvé un élan nouveau à la suite de ça. Ouais, un élan nouveau. Après, avec aussi finalement des choses dont je pense un petit peu avoir laissé de côté, des choses aussi que j'ai identifiées qui restent un petit peu à travailler. Mais en tout cas... Je n'étais pas prête. En vrai, je n'étais pas prête. Je te jure, je n'étais pas prête. Et la preuve que si, puisque tu y étais. Ouais, tu y étais. Bien sûr. Franchement, moi, ça m'a... La façon dont tu as traversé ce stage m'a vraiment touché. J'étais assez bluffé. Ouais, vraiment, on en a parlé. Bon, voilà, on a pu être les témoins de ta perfection, quoi. Mais que je veux plus. Ben non, mais ta vraie perfection. La vraie, oui. En fait, il y a plus de masque, il y a Manu, point barre, quoi. Tu vois, dans son entièreté, c'était super beau, quoi. Donc, parce que, pareil, moi, je pense que je m'attendais inconsciemment à autre chose. Et donc, voilà, très touché et ravi d'avoir partagé ça avec toi. En fait, pour moi, c'est ça qui est toujours génial en stage. C'est-à-dire que quand on n'attend rien, du coup, on a tout. C'est-à-dire que le mental, il focalise, il dit j'y vais pour aller répondre à cette question. Donc, il focalise. Et en fait, peut-être que le dossier du moment, c'était pas cette question, mais 12 autres qui n'ont pas été entendues parce qu'il y avait l'attente que ce soit ce sujet. Donc, du coup, quand une structure, un corps arrive, une tête avec je viens et j'attends rien, on verra, c'est là où il se passe, pour moi, le plus de choses. Tu sais, il y a eu la grande tendance des constelles, on en a fait longtemps, mais en constellation familiale, là,
Et en fait, quand on fait une constelle, pour moi, aujourd'hui, comme l'ego, il est assis dans le fauteuil et c'est pas lui qui fait la constelle et c'est pas la sienne, ben, je trouve en tout cas que c'est encore plus puissant celui qui observe et qui n'attend rien que celui qui est en train de faire et qui espère trouver la bonne clé dans sa généalogie. Donc ça me fait un peu ça, quoi. Et après, moi, là où je trouve... on a dit, ah super, Emmanuelle, elle vient, et on verra. Et là où moi, j'ai trouvé que c'était... là où ça m'a vraiment touchée, c'est que t'es connue, t'es vue, tu vois, il y a toujours... il y a ça, quoi. Et je me dis, du coup, est-ce que ça va réussir à oser se lâcher, oser montrer sa vulnérabilité? Et en fait, on a vu que tu faisais exactement comme tes vidéos, quoi, jamais semblant. Donc ça, c'est très, très, très touchant. Vraiment. Le cadre le permet, si je peux me permettre de couper. C'est que le cadre était fait pour. Et que, pour moi, je reste convaincue que la seule chose qui me permet de m'exposer vulnérable, en tant que vulnérable, ben, c'est le cadre de confiance. Et ce que vous avez instauré très facilement. Ben, on a tellement traversé de choses qu'aujourd'hui, en tout cas, je parle au nom d'Éric, mais je crois qu'il y a vraiment l'idée que nous, on n'a plus de peur, on n'a plus de rentabilité, on est habitué à des pleurs. Donc, en gros, on sait qu'il va se passer ce qui doit se passer. Donc, notre vibration, elle est juste dans... il n'y a pas de peur. Et puis, on démarre toujours le stage avec le jugement, le vendredi soir. Alors là, dès que le vendredi, on explique comment ça fonctionne, du coup, derrière, toutes nos petites filles, elles savent qu'elles ne vont pas être jugées parce qu'il ne parlera que de lui, parce que nanana, tu vois. Donc ça, c'est hyper sécurisant. Et moi, ce que je trouve toujours beau, il y en avait un pendant le stage, j'ai dit, mais tu viens chercher quoi? Il dit, ah, moi, je suis là parce que j'ai très peur de parler en public et ça, jamais je le ferai. Tu viens dans un groupe de 25 personnes. Du coup, tu l'as déjà fait. Exactement. C'est déjà fait. C'est bon, tu peux repartir. C'est ça. C'est exactement ça. C'est la grosse part blessée, en fait, elle vient et elle voit même pas que c'est fait. Comme tu dis, tu vois, ça y est, c'est bon, c'est fait. Tu vois, c'est exactement ce que j'y ai répondu. Mais il l'avait pas vu. C'est génial. Il venait chercher ça. C'est génial. Et ouais. On voit pas, en fait. On voit pas à plein d'endroits. Comme c'est simple, en fait. Enfin, c'est... En tout cas, merci pour ça, parce que moi, je me suis vraiment régalée. Et au-delà de tout le reste, qu'aujourd'hui, tu aies l'idée sur les réseaux de partager ce qu'on va appeler du développement personnel, en tout cas une quête de soi, surtout. Il n'y a rien de plus touchant, en fait. Il n'y a rien de plus beau. Et en plus, moi, ce que je trouve génial, c'est j'imagine que si je regarde une vidéo de toi il y a 3 ans, j'aurais pas la même Emmanuelle. Et le mental, il dit, voilà, je sais pas si c'est légitime, si nanana. Mais quand tu regardes le parcours, franchement, tu peux être fier de ta petite fille, la résilience qu'elle a, d'où elle arrive, et de réussir à aller travailler, voir tout ça. Tu vois, c'est ça ta plus grande puissance, comme tous les autres qui étaient là. C'était se mettre à nu, oser encore se dépoiler. Il n'y a rien de plus beau, quoi. Et en plus, avec la communauté que tu as, que tu leur passes ce message, mais c'est juste extraordinaire, quoi. Merci. Ne change rien. C'est un peu ça, l'engagement. C'est un peu de dire, si moi je le fais, vous pouvez le faire. Ouais. Donc, et tout le monde peut le faire. Oui. C'est beaucoup moins fou que ce qu'il en paraît. Le plus dur, je crois, c'est le premier coup de pédale. Et après, c'est comme tout, ça roule tout seul dans le vélo. Il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Hein. Ouais. Je vais m'écrouler, ça va déstabiliser ma vie. Ça l'est un peu. Ouais. Mais au final, c'est très doux. Tu vois, parce que dans une apparente déstabilisation, il y a quelque chose qui s'assoit à l'intérieur et qui est hyper rassurant, en fait. Tu vois, de pouvoir se raccrocher à autre chose que ce qu'on nous avait appris. C'est-à-dire, grossièrement, je vais dire, le matériel, l'apparence, le machin, tu vois, la peur du jugement, donc il faut être comme ci ou comme ça. Ça c'est déstabilisé, et puis peut-être que même les amitiés bougent, peut-être que même la famille bouge, mais en arrière-plan, à mon avis, c'est systématique. Il y a quelque chose qui s'assoit dans plus de paix, et qui, quand on y est, c'est une évidence que ça vaut largement la peine, quoi. Et
le tronc commun, finalement, entre ce que tu fais et ce qu'on fait, c'est la même histoire. C'est cet élan de partager la paix qu'on trouve à chaque rencontre humaine, tu vois. Donc, on est exceptionnellement au bon endroit maintenant. Là. Ouais. Moi, j'aime bien aussi l'idée de lever ce truc de... Ça va bouger, ça demande de l'effort. Oui, ça l'est. Mais quoi qu'il arrive, moi, je suis toujours partie de l'idée que ce que j'avais là, ça m'allait pas. Donc, en vrai, change-le. Tu vois? Alors oui, ça va peut-être être inconfortable. Mais quoi qu'il arrive, c'est déjà inconfortable. Ça peut pas être pire, quoi. Donc, ça peut pas être pire. Donc, reste pas dans ta merde. C'est clair. Va un peu remuer encore un peu la merde, mais potentiellement, il se peut que ça soit mieux après. Parce que là, de toute évidence, ça l'est pas. C'est ça. Et le mental, il s'accroche en disant là, j'ai survécu jusque-là en essayant de rien aller voir. La vie est bien faite. Un matin, ça explose, quoi. Enfin, il y a un matin où le corps, il dit non, mais là, on peut plus, quoi. C'est pas possible, quoi. J'ai essayé de me modifier, j'ai essayé d'être aimé et on voit que ça marche pas, quoi. Avec l'image de cul de jatte. Pardon, du coup, il faut le dire parce que si on croit que je suis en train de me moquer des culs de jatte, c'est pas du tout. Il faut la ref. Faut la ref, ouais. Je laisse l'expliquer parce que déjà, je m'en souviens plus. Non, mais c'est génial. Ah, c'est compliqué hors contexte. Mais, ah bon je m'en rends plus compte. On parlait de vouloir être aimé, absolument. De cette pulsion irrationnelle d'aller chercher encore à 30, 40, 50, 60, 70 ans l'amour de papa et maman. Et en fait, l'image, c'était ça. C'est soit ils en sont capables, pas qu'ils aient l'élan ou pas, hein. Ils en sont capables parce que c'est comme ça, ou ils sont pas capables parce qu'ils ont des blessures qui empêchent ça. Et cette pulsion, c'est un peu comme si on attendait d'aller faire un marathon avec son père, mais il est cul-de-jatte, quoi. Et on attend que les jambes poussent toute une vie potentiellement. Et c'est finalement retrouver l'autonomie en amour de soi plutôt que d'attendre qu'ils viennent encore et encore de papa, maman. Alors c'est souvent inconscient, mais c'est ce qui nous oblige entre guillemets à être dans une attente, dans une codépendance, dans de la rancœur. On n'est pas autonome, quoi. On attend quelque chose qui est impossible pour certains parents qui sont tellement impactés par leurs blessures qu'ils sont juste pas capables de nous aimer, point. Pas qu'ils n'ont pas envie, mais ils ont tellement de peur et de blessures que c'est impossible. Donc, peut-être que voilà, on leur achète un fauteuil et on va courir avec un pote. Ouais, on accepte de les voir. Accepter leur vulnérabilité aussi, leur limite, quoi. Et du coup, c'est ça le vrai amour, en fait, au final. C'est-à-dire que qui sont. Et oui, c'est-à-dire avec leur handicap. Si tu regardes bien, exactement, avec leur handicap, si tu regardes bien, en fait, je leur en veux parce que j'aimerais qu'ils me reconnaissent, mais en fait, ça marche dans l'autre sens. C'est que déjà, je suis en train de les juger qu'ils ne m'ont jamais reconnu, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de juger que quand même, ils pourraient me reconnaître. Donc, en fait, c'est des vases communicants. Donc, qu'est-ce qui fait que tout change quand je passe en relation avec l'autre, c'est-à-dire sans condition. J'aime ma mère comme elle est, pas comme j'aurais aimé qu'elle soit. Il n'y a pas de condition. Tu vois, j'adore mon travail, mais pas avec les gens où je suis. Oui, mais aujourd'hui, ton travail, c'est avec ces gens. Maintenant, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Mais on met des conditions. Et du coup, quand moi, j'arrête de mettre une condition à l'autre, c'est-à-dire, ma mère, si j'avais eu sa vie, j'aurais fait la même chose qu'elle. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas vécu, en tant que petite fille, des traumas et de l'inconfort. Je ne suis pas du tout au même endroit. Je peux accueillir toute la peine que j'ai vécue. Mais ce qui est certain, c'est que si j'arrive à reconnaître que ma mère a toujours fait, on prend la mère, là, on prend le père, ou que j'arrive à voir qu'elle a toujours fait comme elle pouvait, parce qu'elle avait ses charges émotionnelles, son éducation, son histoire. Du coup, chez moi, ça se lâche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jugement. Donc, si je vais la voir et que je n'en attends plus rien parce que j'ai de l'amour envers elle, parce que je vois que je ne pouvais pas faire mieux qu'elle, j'arrête de la juger, elle arrête de me juger. Je la reconnais comme elle l'est, comme ayant fait de son mieux. Elle va me reconnaître comme ayant fait de mon mieux. Ça marche dans ce sens. J'attends sa reconnaissance, mais en fait, quand je me reconnais de voir que j'ai fait comme j'ai pu, je peux voir ça chez elle, et là, je rentre en relation. Et du coup, c'est la colère qui nous fait croire que
si on avait été elle, on aurait fait mieux. C'est l'ego. C'est de croire que si on avait été elle, on ferait mieux qui déclenche la colère. Et ça, c'est l'ego qui nous fait croire ça. Ouais. C'est un fantasme, en fait. Tu vois, c'est une supposition. Mm. C'est une projection. C'est virtuel totalement, hein, puisque ce n'est qu'une pensée. Mais la pensée qui dit, bah, elle aurait pu être une bonne mère, puisque, par exemple, elle a su le faire avec ma sœur, tu vois. Et donc, tu vois, il y a toujours une forme de comparaison. Et cette pensée, si tu la crois et que tu la remets jamais en question, génère la colère, et on peut être en colère toute une vie. Hein. C'est égocentré de penser que nous, on aurait fait mieux. Ben oui. Ben tu vois quand, dès que tu penses « Non, mais moi, à sa place, j'aurais pas fait ça Ouais. », dès que tu as fait ça, tu deviens le juge, tu n'es plus en relation, tu te places au-dessus de l'autre. L'autre, il sait qu'il n'est pas en relation avec toi, parce que tu le regardes en disant, tu vois, si on le schématise, que on fonctionne en image. En image. Je suis au-dessus de lui, je dis, ouais, bah, quand même, ce que tu as fait, c'est vraiment de la merde. Moi, à ta place, voilà ce que j'aurais fait. Lui, là, ça le paralyse. Je l'écrase. Mais c'est maladroit, parce que c'est sous prétexte de vouloir l'aider. Tu vois, quand je faisais de la thérapie, que je voulais donner mes cartes à tout le monde, mais non, tu devrais y aller, tu as un problème, vas-y. Et en fait, là, mon sauveur, en fait, il se plaçait en juge de je sais ce qui est bon pour toi. Vas-y, c'est bon ça pour toi. Vas-y, je te jure, tu vas y aller. L'autre, ça le paralyse en fait, parce que je suis en train de lui apporter une solution qu'il ne m'a pas demandé. Alors que si je lui dis, bah oui, tu vas mal, je comprends. Si tu as besoin, moi, je connais des gens qui sont très très bien. Tu prends, tant mieux. Tu prends pas, c'est pas grave. Par contre, je peux accueillir le fait qu'aujourd'hui, il soit mal. Et pas lui trouver la solution. Parce que je lui coupe sa ressource, en fait. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un, ma copine, elle vient de se faire larguer, et qu'elle me dit, ah là là, voilà, j'aurais pas dû faire ça, il aurait pas dû faire ça, nanana, et que je dis, oui, mais tu sais, c'est un gros con, t'as bien fait, ça va pas l'aider, tu vois. Mais si je lui dis, c'est-à-dire que j'accueille sa peine là où elle en est, et le fait qu'il t'ait quitté, comment tu te sens, bah, je me sens vraiment triste. Parce que j'ai très peur d'être seule. Bah, c'est normal que tu aies peur d'être seule. Et c'est ça qui va remettre en mouvement chez elle. Ok, est-ce que elle peut remettre cette pensée en mouvement, mais en tout cas, on parle pas de l'autre, quoi. C'est comment toi tu te sens. Bah, là, je suis vraiment très très triste. Oui, bah, c'est normal, viens, pleure, câlin. Moi, je n'amène pas la solution. Ça, c'est le problème. Moi, j'appelle ça les sauveurs et les sauveuses de compétition. Mais quand on est tous... Moi, j'étais une compétition médaille d'or. Hein. Oui. Sauver le monde. Je crois que je le suis encore un peu, hein, parce que mine de rien, quand dans cet élan de partager aussi ce qui m'a aidé, c'est potentiellement, regarde, ça m'a aidé. Ça peut peut-être t'aider, même si j'essaye de me détacher de ça. Mais ce concept de sauveur de compétition, dans la théorie du conseil, pour limiter la douleur, l'émotion désagréable. Combien de fois, j'aime pas trop mon travail. Ah, tu devrais faire ci. Ah, et tu vas faire ça. On est tout le temps coupé par les propositions de l'autre. Et nous-mêmes, on coupe l'autre. Comment on se détache de ça, du coup, de ce syndrome de la sauveuse, du sauveur? Bah, en fait... Déjà, si tu le vois, c'est réglé. Okay. Parce que si tu vois qu'il y a une sauveuse en toi, tu vas pouvoir, avec du discernement, diminuer l'importance du résultat. Mais la vie impulse spontanément des élans de sauver l'autre. L'ego ajoute, je suis en train de le sauver. En fait, la vie s'occupe d'elle-même. Par une pulsion que tu peux avoir de dire, tiens, une carte. Mais tu es sauveuse. Si tu t'accroches à l'idée qu'elle doit la prendre, elle doit appeler, et sinon, c'est que tu as mal fait ton boulot. Non, la vie donne la carte. Donc, elle est en train de se sauver elle-même. Et si toi, tu vois qu'en fait, ok, c'est déjà fait, je peux rien faire d'autre, tu t'accroches pas au résultat, alors tu es au bon endroit, en fait. Tu vois, c'est parfait. Alors, ne change rien. Donc, tous ces élans, par exemple, qu'on a de partager, là, comme aujourd'hui, il n'y a pas de sauveur là derrière. Puisqu'en fait, on a spontanément une pulsion de partage. On ne s'est pas fait attraper par le désir ou la nécessité d'un résultat que plein de gens l'entendent et soient sauvés. Alors, il n'y a aucun problème, en fait. Le sauveur devient problématique quand il veut que ça marche
Et donc, il transmet cette forme de pression à l'autre aussi. Et une tension dans la relation. C'est intéressant ce que tu dis. J'avais jamais assimilé que finalement, il y a une différence entre sauveur et partage. Ouais. Et que moi, je sais que pour ma part, la partie sauveur, c'était surtout je veux te sauver, mais pour que tu reviennes me dire que merci que je t'ai sauvé, que tu me donnes de la valeur. Génial. Et il n'y a pas que ça. Une fois que c'est vu, en fait, c'est OK, c'est vu. Donc, le discernement est là, et maintenant, tu laisses tes élans à l'œuvre. Tu te libères juste du résultat. C'est ça, la clé, c'est j'ai l'élan de partager, je partage. Point barre, après, je laisse la vie faire ce qu'elle a à faire derrière. Peut-être que ton partage va sauver 3 personnes, puis 10 000 dans 10 ans, parce que la graine aura germé, mais ça, on ne peut pas savoir. Donc, on a été ce qu'on a été, c'est parfait, et on ne s'accroche pas au résultat. Mais celui qui s'accroche au résultat, c'est l'ego, puisqu'il se projette dans un futur idéalisé. Mais la pulsion de vie, elle peut, en apparence, te faire sauver des gens. Mais c'est pas toi qui sauve, en fait. Si tu t'accroches pas à ça, c'est la vie qui s'occupe d'elle-même. Et c'est génial. Donc, c'est partager en conscience qu'on ne le fait pas pour se donner de la valeur. Ouais. Et avoir des attentes sur ça. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, il va y avoir une attente, puisque le sauveur attend. Tiens, vas-y, prends la carte. Parce que comme ça, j'arrêterai de te voir souffrir et du coup, je me sentirai mieux. Oui. Donc, une fois que ça s'est vu, tu vois, comme il disait, si tu as vu le sauveur, c'est fini. Donc, une fois que ça s'est vu, c'est OK. En fait, je donne ma carte. Je peux être triste parce qu'il n'appelle pas ou qu'il n'y va pas. Donc, je peux accueillir cette peine. Là, je peux accueillir celle qui voulait de la rentabilité. Mais tu vois, dans la forme, il n'y a rien à changer. Je mets de la conscience sur je suis triste, mais c'est OK. Parce que je sais que je n'ai aucun pouvoir, aucun contrôle sur l'autre, que l'autre, c'est lui qui a la solution, que je ne peux pas lui imposer, tu vois. Donc, c'est tout ça qui est remis en mouvement. Donc, je peux accueillir ma tristesse. Je sais pas, je donne la carte à mon père. Vas-y, j'en ai marre de te voir souffrir. En plus, je crois que c'est à cause de moi. J'aurais pu être mieux. Alors, vas-y. Ouais. Donc, il y va pas. Bien, voilà, je pleure. Et ça, c'est le sauveur qui avait fait tout ça pour être reconnu, aimer, avoir un retour. C'est OK. Je peux passer par cette étape et être très en paix avec la part de moi, sauveur, qui n'a pas pu sauver. Parce que c'est OK d'être triste de voir ton papa qui reste dans sa souffrance, finalement. C'est ça. Et c'est ça la vraie... Et du coup, qu'est-ce que ça raconte chez toi si ton papa, il est triste? Tu vois, c'est quoi le problème pour moi si je n'arrive pas à sauver mon père? Et ça, c'est là où ça revient chez moi. Et là, je suis au bon endroit. Et l'idée, c'est je donne la carte. Il y a toujours une qui va être rentable. Mais en fait, OK, je mets de la conscience. Il fait bien ce qu'il veut. Donc, ça te donne toujours la carte. Mais je lâche le... Résultat. Il fait comme il veut. Je le cesse de l'infantiliser. Je sais qu'à sa place, j'aurais appelé ou pas appelé comme lui. Donc ça s'apaise, en fait. C'est comme ça qu'on accueille le sauveur. Et par moments, tu vois, je peux... je le vois maintenant chez moi, tu vois. Oui, bien sûr, tu m'as... Non, j'ai dit que je prenais plus personne. Ah, c'est lui, je le prends. Je fais, oh putain, la sauveuse en moi qui arrive. Il se bat. Parce que je veux qu'elle s'en sorte de ça, tu vois. Mais je le vois, je sais que j'ai pas de pouvoir là-dessus. C'est très joyeux de voir cette petite part de moi qui s'amuse encore à ça. Elle a le droit de revenir. Mais tu vois, il y a de la conscience, donc du coup, c'est plus un problème qu'elle soit là, pas là. Je m'occupe d'elle. Et du coup, elle vient de moins en moins. Puisque je suis d'accord qu'elle soit là, du coup, je mets de la conscience. C'est OK. Tu vois, je lui crache pas dessus quand elle revient. Je fais « Oh non, la sauveuse, bon OK, encore une petite fille qui veut de l'amour, elle est mignonne. » Alors, ça a dit oui, je vais y aller. Tu vois, c'est ça, de mettre de l'amour sur soi. C'est en ça où on disait la perfection. Il n'y a jamais d'erreur et c'est parfait pour moi parce que de vivre ça, c'est parfait pour moi. Le fait qu'ils l'apprennent ou pas, comment je me sens, qu'ils l'apprennent ou pas. Donc, l'expérience, elle est parfaite pour moi. Tout le temps. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans le stage sur la douceur qu'on s'amène, d'arrêter justement de se culpabiliser, d'être encore parfois la sauveuse, d'être encore parfois la victime, d'être encore dans ci, dans ça. Et ça, ça fait aussi du bien entendre de nouveau de se lâcher les baskets parce que... Mais regarde, si tu regardes bien le sauveur en nous, tu n'es pas né... Avec moi, dans la vie, ce que je vais faire, c'est sauver les gens. Pardon. Super sauveur. Il y a bien eu une expérience que tu as vécue où tu aurais aimé qu'on te sauve.
Oui, oui, forcément. Donc, cette sauveuse en nous, elle n'est pas à jeter. C'est ce qu'on dit tout le temps. Si en fait on est d'accord pour être sauveur, c'est-à-dire que je mets de la conscience de qui veut sauver, il n'y a plus de problème. Donc, ça ne sauve plus, en fait. Tu vois, ouais. Une fois, c'est ça, parce qu'on dit « Ah non, mais c'est une part d'ombre, ce sauveur, finalement. Il me fait chier, tu vois. » Mais cette part d'ombre, c'est ta plus belle lumière, parce qu'elle est en train de te montrer que c'est une petite fille qui a vécu une expérience qui n'a pas été sauvée et qui dit « Viens, du coup, je veux pas que les autres le vivent, ça a été trop dur pour moi. » C'est trop mignon, en fait. Donc, ces parts d'ombre qu'on va nommer comme ça, hein, c'est des parts qui ont vécu des expériences et qui se réactivent dans d'autres. Le sauveur en moi n'a pas moins de valeur que la joyeuse en moi. Les deux sont à la même échelle, elles ont juste vécu 2 expériences différentes. Mais il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Je ne serais pas une meilleure version de moi-même si je tue la sauveuse. Mais parce que j'accueille petit à petit la sauveuse, du coup, elle est en paix. Elle sait qu'elle a plus, tu vois, c'est un processus. Hein. Elle comprend ce que j'ai mis de la conscience qu'il n'y a personne à sauver. Donc, elle se libère toute seule, en fait. Plutôt que d'aller faire des stages pour tuer la sauveuse en moi. Je n'en peux plus comment on se débarrasse de cette petite. C'est ça. C'est ces croyances qu'on va pouvoir se débarrasser de nos parts d'ombre, de ce qu'on n'aime pas trop, de nos fonctionnements erronés un petit peu. Bah ouais. Réalité, non. Bah, dans mon système, c'est comme si tu disais je veux me débarrasser. Donc en fait, ta petite fille qui a vécu une expérience douloureuse, tu es toi en train de lui faire la violence que tu as subie. Ah, c'est ouf quand même, tu vois. Et il dit oui, c'est à cause de mon père que ça fait ça. Pas du tout, en fait. C'est tout. Enfin, pas du tout. Mets de la lumière là-dessus. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de dire à cette petite, dégage. T'as pas assez de valeur, tu devrais arrêter de faire ça, t'es vraiment trop conne. Donc, parce que je l'accueille, que je la rassure, que je la protège avec toutes les fois où elle l'a pas été, c'est ce qui fait qu'elle a plus besoin de hurler dans mon corps. Je lui fais « Oh bah oui, c'est normal que tu sois là avec tout ce qu'on a vécu. Désolé les gens, j'ai dysfonctionné là, j'ai cru que je pouvais te sauver. Pouf, pardon. » Tu vois, l'ego peut faire ça, mais j'ai pas commis d'erreur en fait. Et au fur et à mesure où je rassure cette part en moi, elle est sécure parce que je la protège, parce que je juge pas qu'elle aurait pu mieux faire. Elle a plus besoin de crier, quoi. Elle est accueillie. Donc pour elle, il n'y a plus de problème. Elle sait que je l'aime. Donc elle a plus besoin de me hurler. Viens me chercher. C'est hyper doux. Ben oui. Ben c'est ça la douceur envers soi. C'est vraiment toutes nos parts d'ombre où je me sens pas légitime. Ou... C'est fou, quoi. Si tu vois bien que c'est pas l'adulte qui dit ça. C'est une part de moi qui croit encore qu'elle l'est pas parce qu'elle l'a pas senti chez ses parents. Donc, oh là là, je crois que je suis pas légitime, je sais pas. Mais si je vais, comme je verrais un enfant, en fait, de 4 ans, quoi. Mais ma chérie, bien sûr que tu es légitime. Puisque tu es là, la vie, elle a besoin de toi. Avec ce que tu es, parce que tu vois, je vais la rassurer, moi, l'adulte. D'accord, tu vois, ça se détend. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et la complexité, du moins un concept que j'ai eu beaucoup de mal à intégrer et que j'expérimente encore, c'est le fait d'être en capacité, moi-même, de rassurer cette petite fille. Et oui. C'est tout ce concept d'amour de soi qu'on voit partout sur les réseaux, dans les magazines. Ok, vous êtes sûr que je suis capable, tu vois. Mais encore, c'est la petite fille qui finalement reprend la place. Et oui. Donc, c'est la petite fille qui se pose la question, est-ce qu'elle est capable? Puisqu'elle n'a pas été à l'époque. Mais si tu n'as pas la conscience que tu es une multitude d'aspects intérieurs de toi-même, il y a la femme en toi, il y a la petite fille en toi, il y a la compagne en toi, il y a l'ado, il y a celle qui réussit, celle qui doute, tu vois. Et tant que si tu n'as pas conscience que tu es une multitude de facettes, comment veux-tu t'enseigner à toi-même? Donc il y a effectivement une adulte qui a des ressources qui peut vraiment rassurer la petite fille, ne serait-ce qu'en lui montrant son quotidien actuel qui n'a rien à voir avec ce que la petite fille a vécu de terrible dans son enfance. Juste de prendre 5 minutes pour dire à sa petite fille ou à son petit garçon, ben regarde où j'en suis là, tu vois. Par exemple, quand j'étais petit, je courais toujours après mon père parce que j'avais l'idée que j'avais besoin de lui pour être qui j'étais, rassuré. J'ai juste à montrer à ce petit garçon qu'aujourd'hui, l'adulte, il est rassuré, même quand il n'y a pas son père. Et en fait, c'est juste ça qui se... Là, on mélange les informations et tu dis au petit garçon, mais regarde,
En vérité, on est autonome. Mais si on ne fait pas cette gymnastique rigolote mentale schizophrénique, c'est ça. et ben ouais, mais c'est Oui, du c'est coup vrai. le programme de l'enfance se boucle ad vitam aeternam jusqu'à qu'on se dise attends, il y a un programme qui se boucle. Mais ce programme, il n'est plus du tout d'actualité. Tu vois, comment je peux encore avoir besoin de mon père aujourd'hui alors qu'en fait je vois bien que dans mon quotidien je gère tout. Et donc c'est ça, la prise de conscience qui fait qu'on prend soin de nos parents-enfants qui ont juste besoin d'être rassurés. Et ça peut se faire soit avec soi, en allant se balader dans la nature, quoi, ou en ville. Tout est possible. Mais faut-il encore savoir que c'est possible, qu'on fonctionne comme ça, qu'on ait des multiples facettes, parce qu'on nous a appris qu'on était une entité, qu'on devait bien définir d'ailleurs. D'ailleurs, tu demandes à quelqu'un de se présenter, il donne son métier, sa ville, et s'il est parent ou pas. Qu'un rapport avec tout ça, quoi. Tu vois. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce que tu viens de dire, qui est cette multifacette. Et qu'en fait, finalement, on se rend compte que quand on se pense pas capable de se rassurer soi-même, c'est qu'on est que dans la petite fille qui manque d'amour, de reconnaissance. Celle qui parle, quoi. Mais si en conscience, on se dit, il y en a une autre qui a le pouvoir de faire ça, cette fameuse schizophrénie qui devient bénéfique. Et oui. Elle est tout le temps bénéfique. La compréhension de ton système intérieur qui est plein de petits bouts de vie qui cohabitent ne peut que t'aider, puisqu'en fait, tu cumules les ressources plutôt que de boucler les programmes inconscients limitants les plus puissants qui sont de l'enfance, et qui se bouclent parce qu'en fait, elle ne sait même pas qu'il y a une autre solution. Donc, c'est que bénéfique de comprendre qu'on est plein d'expériences qui se superposent et qui se mélangent. Et il n'y a pas de hiérarchie. Donc, en fait, l'autonomie émotionnelle et l'autonomie en amour, c'est de prendre conscience qu'on est différentes parts de nous et que toutes ces différentes parts de nous sont complètes et peuvent se compenser les unes aux autres. Ouais. Et quand elles se retrouvent, elles rebossent ensemble, elles recréent une communauté de respect mutuel. Tout ce petit monde. Tout ce petit monde rebosse ensemble. Et donc, tu redeviens entière avec toutes tes ressources, ton unicité, ta perfection, ta souveraineté. C'est le fameux... quand on se pose la question, mais qui je suis en fait ? Moi, je ne trouve pas ma place. Qui je suis ? Je ne sais pas qui je suis. Mais en fait, nous, on dit tout le temps, mais la vie, elle te le montre tous les jours. Des fois, tu es une généreuse. Des fois, tu es une radine. Des fois, tu es une petite connasse qui crie. Des fois, tu es sympa. Tu vois. Mais l'ego, il dit non, mais je dois être fiable et être toujours je dois choisir. Défini comme ça ou comme ça. C'est en ça où on dit schizophrène, c'est-à-dire ça dépend. Le lundi matin, je me lève, je les ai à l'envers, et tiens, moi je dis aujourd'hui il y a ma casse-couille qui arrive. C'est clair, tu sais pas. Désolé gars. Voilà. Alors je vais aller m'excuser. Désolé là, tu vois, c'est casse-couille qui arrive. Voilà, il le sait, il me parle pas. Hein. Mais je suis pas en train de dire que quand même, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, aujourd'hui, je devrais plus être casse-couille. Qui suis-je ? Alors je suis en paix ou je suis casse-couille ? Tu vois ? Et parce que je suis d'accord et que je m'abandonne à ce que je vis dans cet instant, du coup, j'ai le droit d'être casse-couille lundi, tu vois, il n'y a pas de problème. Et puis mardi, j'ai le droit d'être sympa, et puis même mardi midi, j'ai le droit de... Tu vois. Donc, je suis tout ça. Et parce que je suis en paix avec tout ça, c'est facile. Du coup, il n'y a plus de problème. Zéro. Et c'est ça la véritable paix. Et comment je sais que j'ai une petite fille qui vient m'activer, une part de moi qui est là, dès que j'ai un inconfort corporel. C'est la clé. Laurent Lévy disait le corps, c'est le Saint-Esprit. Et c'est vrai. C'est-à-dire que on me dit quelque chose. Peur. C'est pas moi qui ai peur. C'est une part de moi. Déjà, tu vois. Et c'est normal qu'elle ait peur. Ok, ça a peur aujourd'hui. C'est normal avec ce qu'elle a entendu toute sa vie. Et on est en train de lui redire. Ça a peur, une part de moi a peur. Tu vois, je me dissocie, je sais que c'est pas moi. C'est une part blessée. Je la prends en charge. Il y a cette dissociation d'on est une seule chose, en fait. C'est la dichotomie, c'est-à-dire que
pour retrouver notre essence qu'on a oubliée, qu'on était la conscience qui était juste venue vivre une expérience et qu'on n'est rien du tout, c'est de se détacher de l'ego, qui veut bien faire, être aimé, qui veut contrôler, qui a peur. Donc, l'idée de « je vois que je suis en paix avec tout ce que je suis à chaque instant », parce que c'est pas moi qui fais. Là, déjà, je suis la conscience qui observe ce qui est en train de se faire. Donc, je me détache de l'ego. Je me désidentifie de qui je crois que j'aurais dû être, puisque je suis en adéquation avec tout. Et donc, c'est la marche à l'éveil. Puisque l'éveil, c'est la désidentification du personnage que tu crois qu'il faudrait que tu sois pour être aimé. Et quand... Regarde l'ego, notre ego, sa plus grande peur, c'est de ne pas être aimé. Ouais. Il cherche de la valeur partout. Et donc, il va prendre la version de lui-même qu'il a constaté qui était le plus aimé, qui a généré le plus d'amour, et il va s'identifier à ça. Donc, il va se dire, ben, moi, je suis ce petit garçon modèle. Et quand je suis modèle, j'ai été hyper aimé. Donc, ce que je suis, et tu le déclares au monde, je suis cette version idéale de moi-même. Bon, ce qu'il faut, puisque ça bouge. Et donc, à chaque fois que ça bouge et que tu n'es pas cette version idéale, culpabilité, tension. Donc, émotion qui te dit, regarde, pourquoi tu n'es pas confort là alors que tu es ce que tu es, parce que tu n'as pas le choix d'être autre chose. L'émotion vient te dire, regarde, tu es ça aussi. Et tu peux rester en paix avec ça. Tu es aussi ce petit con. Tu es aussi ce mec qui s'énerve. Tu es aussi ce mec fatigué. Tu es aussi ce mec qui ne supporte pas tel type de personne ou tel concept. Mais l'ego, lui, en amont, il a choisi une version idéale et il se dit, je suis ça. Et à chaque fois qu'il n'est pas ça, il souffre. Le fameux personnage de l'ego dont vous parlez souvent, qui n'a qu'une quête, c'est d'être aimé. Là, le dernier exemple que j'ai, c'est... parce que ça m'a fait rire, parce que maintenant, moi, je sais que l'extérieur ne me renvoie qu'à moi. Et on est invité dans l'émission télé à ABC Talk, là. Et puis, je croise quelqu'un, puis il me dit, non, je vais... j'avais pas de maquillage. Je vais dans un magasin pour acheter du maquillage, parce que j'en ai pas, tu vois. Et parce qu'ils nous disent qu'il n'y a pas de maquilleur, qu'il faut venir maquiller. Donc, j'achète ce qu'il faut, sans savoir ce qu'il fallait prendre. Et donc, je tombe sur une nénette. Et je me vois, tu vois, ça a dit à la fille, oui, j'ai besoin de maquillage parce que je vais faire une émission télé. Et je vois que c'est mon ego qui dit ça, tu vois. Moi, je fais, oh mais non, tu vois. Et là, tac au tac, hein, la fille, elle fait, ouais, bah, ça doit être une Wish TV pour qu'ils aient pas de maquilleur. Oui, parce que la vie te renvoie à ce direct. Et tu vois, si ça, je n'ai pas de conscience dessus, ouais, voilà, elle aurait pas dû me dire ça. Et en fait, ça m'a fait éclater de rire. Ma tête, elle a fait, tiens, mange. Tu as voulu chercher. Ton ego, et ben, t'as répondu avec de l'ego. Et j'ai trouvé ça très drôle. J'ai dit, ah bah ouais, franchement, vous avez trop raison. Je l'ai pas volé. Voilà, c'est ça, je l'ai pas volé, tu vois. J'ai bien vu que c'est une petite fille, mais elle est mignonne, cette petite, tu vois. Je sais pas, peut-être que c'est une qui avait jamais eu de reconnaissance ou qui était toute contente de faire ça. Et du coup, tu vois, elle a fait oui, parce que je vais là. Mais ça, tu vois, celle-là, elle est pas jetée. Elle est trop mignonne. Si je vais la voir, que je discute avec elle, elle va me dire, bah ouais, quand même, à la télé, quoi. Tu vois, c'est bien, on va être reconnu. Avec un peu de chance, on va être aimé. Tu vois. Donc, tu vois, c'est mignon. Mais du coup, comme il y a cette conscience-là, l'autre en face, c'est tac au tac, hein. Tu vois, il me répond, je parle avec de l'ego, il me répond direct avec de l'ego. Il t'aime trop pour te louper, tu vois. C'était trop fort. L'amour ne loupe jamais une occasion de te montrer la vérité, donc ça répond cash. Ah ouais, là, ouais, direct. Et il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est sur cette notion d'amour, c'est-à-dire que du coup, en partant du principe qu'on n'est plus le personnage sur lequel on s'est identifié, mais qu'on est toutes les facettes de nous. Et tu es même tout le monde. Tout le monde, ouais. Et c'est tout ce monde-là qui est capable de s'aimer entre eux, en fait. C'est comme des vases communicants où chaque facette en nourrit une autre et tous ensemble s'aiment. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est autonome. L'amour, en fait, la vie, c'est un bloc. Tous les humains sont dans le même bloc, sont dans le même train. Il n'y a pas un ego qui dit « je monte dans le train, je ne monte pas dans le train ». Non, tout se vide d'un coup. Il n'y a pas un petit ego qui dit ah ben moi je sors. Si tu sors, c'est que la vie a décidé que tu sortes, pas l'ego.
Et tout ça c'est le wagon, le grand train de la vie, il va vers l'expansion et l'amour. Plus d'amour. Mais si pour plus d'amour, il faut qu'un mec dans le wagon te dise tu me prends la tête, toi, qu'est-ce que tu fais là, tu vois, pour activer une blessure en toi que tu n'as jamais pu ou vu ou ou voulu voir. Voir une blessure, c'est l'aimer en fait, c'est l'accueillir. Si on veut pas la voir, c'est qu'on est dans le déni, on veut la cacher. On se dit, je vais pas être aimé si je montre cette face dégueulasse de moi-même. Et donc, par amour pour toi, la personne dans le train, elle vient te voir, elle sait même pas pourquoi elle fait ça. C'est comme ça, c'est une pulsion de vie. Et elle vient te voir et elle pique exactement à l'endroit que tu caches depuis 30 ans. Et là, on se dit, mais quel bâtard. Et alors que c'est le plus beau cadeau, parce qu'il dit, regarde, là, tu as encore du non-amour envers toi-même. Et après, il continue son chemin, le gars. Mais il est venu te montrer le petit endroit que tu te refusais de voir depuis 30 ans. C'est ça qui est super beau. Et donc, c'est forcément l'amour qui fait ça. Pour que tu ailles voir cette zone d'ombre et que tu fasses, bon, ben, ok, je suis ça aussi, et je peux m'aimer en étant juste moi. Ok, l'amour a gagné, ça s'expanse, et c'est tout le temps comme ça. Même si ça peut râper, tu sais, quelques années. Tu peux te dire pendant quelques années, t'es un connard. Il y en a un autre qui arrive, t'es un connard. Il y en a un autre qui arrive, t'es un connard. Mais qu'est-ce qu'il est con, mais qu'est-ce qu'il est con. Au bout d'un moment, tu fais, oh, il n'y a que des cons sur Terre ou quoi? Ou alors, s'il y a un truc chez moi. Ouais. Ah, c'est peut-être un truc chez moi. Ok, tu vas voir, tu le reconnais, tu l'aimes, et c'est gagné. Et c'est cette difficulté, moi, que j'ai toujours un petit peu, hein, c'est de se dire que je suis capable d'aimer aussi cette partie, cette blessure, moi-même, sans chercher c'est le challenge, à ce que l'autre l'aime. Parce que en fait, si toi, tu ne l'aimes pas, tu vas rencontrer que des gens qui l'aiment pas, qui vont te dire que c'est vrai, tu as raison, ça, tu devrais le changer. Dès que tu l'aimes, tout le monde l'aime. Et parce que moi, j'ai pas eu de difficulté à identifier les blessures. Donc, ça, je les voyais bien, mais je les aimais pas. Et du coup, j'attendais que les autres viennent les aimer. Pour me dire, bon, ben, ou me prouver qu'elles n'étaient pas si horribles. Non, et t'as vu, ça rassure pas, ça marche pas. Et ça marche pas. Non, t'es belle, hein. Ah oui, t'es belle. Oui, merci. Oh, ça me rassure. Ça rassure l'ego, donc 5% de ce que je vis. Mais on a beau me dire, tu sais, c'est comme les gens qui n'arrivent pas à maigrir. Oh, mais non, mais t'es belle comme ça. À l'intérieur, tu vois. Donc il faut bien. J'ai beau avoir tout l'amour qui me dit que je suis belle, même comme ça. Ça me rassure un peu, mais ça me guérit pas en profondeur. Parce que mon job, c'est que moi, je m'aime même en étant ça. Que moi, je m'aime même en étant ça. Ouais. Parce que vraiment, si je n'aime pas une part de moi, je n'aime pas quand je dysfonctionne, quand il y a tel sujet. Si moi, je l'aime pas, personne ne va l'aimer. Comme ça que ça marche. Parce que j'ai une vibration qui dit, j'ai un problème, j'ai une faille. Ok, on arrive. Pour te faire chier, et par amour pour toi, c'est ce que font les enfants. Maman, t'es vraiment la mère la plus pourrie que j'ai, quoi. Il pouvait rien me dire de pire. Tais-toi, arrête, c'est pas vrai. Bon, ça marche un peu comme ça. Donc il me montre en fait que j'ai une faille parce que j'ai toujours dit que je serais une très bonne mère. Donc il me dit, maman, t'es une mère pourrie. Jusqu'à ce que j'accueille ce que je crois être chez moi la mauvaise mère. Ah oui, mais un jour j'ai fait ça. Nanana, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Bah non, j'ai fait de mon mieux. Maman, t'es vraiment une mère pourrie. Oui, c'est vrai. À plein d'endroits, j'ai été complètement pourrie. Parce que je sais qu'à plein d'autres, j'ai été merveilleuse. Je suis les deux. Alors oui, je comprends que toi, tu aies vu ça. Et le fait d'avoir une mère pourrie, ça te fait quoi? Oui, bah, un jour, j'ai beaucoup souffert. Je suis désolée. Tu vois? Et parce que j'ai mis de l'amour sur celle que je disais à l'intérieur de moi qu'elle était pourrie. Parce que si réellement je vais la voir, c'est bien qu'elle n'est pas née comme ça. Elle a eu une expérience qui a fait qu'elle a dysfonctionné. Est-ce que j'aurais pu vivre ne pas vivre cette expérience? Non. Est-ce que j'aurais pu... Non. J'ai fait avec mes ressources de l'époque comme je pouvais. Et je peux mettre beaucoup d'amour pour moi. Et il n'y a que moi qui peux faire ça. Parce que vraiment, mes zones d'ombre sont mes voies de guérison. Il n'y a que moi qui peux faire ça. Et ça, moi, ça me ramène à un problème que j'ai eu, ou du moins un dysfonctionnement que j'ai eu, que de ne pas être en conscience que c'était à moi de l'importer. Je le cherchais à l'extérieur.
Et notamment via les réseaux sociaux où on va pouvoir récupérer du like, de la vue, des vues, de l'amour. Même le concept du like, il est hyper fort. Genre, en gros, tu mets un like. Ouais, c'est clair. Waouh, il m'aime. Alors que, et ça venait rassurer qu'un temps, finalement. Oui. Et que tu aies 10 000 vues ou 4 millions, si tu as une vibration qui dit ça en voudra toujours plus, toujours plus. Et même si ça en a plus, ça viendra jamais guérir la part de toi qui t'attend, que tu reconnaisses que quand même, tu peux être fier de toi. Ouais, et c'est une question que je me pose sur qu'est-ce qui fait que finalement, tout le monde, et moi y compris, dans cette spirale-là, on vient chercher de la visibilité sur ces réseaux, sur se prouver que on peut être aimé, qu'on a la vie parfaite. Qu'est-ce qui fait ça? Ouais. Ton enfance? Une absence de reconnaissance véritable, tu vois, pas mentale. Tu peux grandir avec papa et maman qui te disent tous les jours, tu sais, tu es une fille parfaite, on t'aime, sois qui tu es, il n'y a pas de problème. Mais s'il dit ça parce qu'en fait, il travaille trop et que finalement, il ne te calcule pas et ce sont que des mots, c'est pas OK pour la petite fille. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Mais donc, la petite fille ne se sent pas reconnue et aimée inconditionnellement. Et donc, ça c'est le propre de tous les enfants parce que l'enfant, lui, vient de l'amour inconditionnel. Tu vois, quand tu es bébé, tu es dans la vie, dans l'unité, dans l'expérience. Tu n'as pas de notion de bien ou de mal, tout petit. Tu l'apprends petit à petit. Donc, tout le monde arrive dans l'expérience humaine avec cette idée d'amour inconditionnel. Tout est inclus. Et donc, quand il commence à y avoir des conditions à l'amour dans l'enfance, par les notes, le comportement, l'attitude, peu importe, ben là, il y a une forme de sentiment de dévalorisation qui est plus ou moins fort. Okay, un manque de reconnaissance totale. Plus ce manque est important, plus l'ego va être puissant pour aller chercher ce qui lui a manqué dans l'expérience du présent. Donc, on va chercher des likes ou des potes ou de la reconnaissance en excellent dans un domaine ou par d'autres solutions. Mais qui fait ça? La petite fille qui s'est sentie jugée, pas aimée inconditionnellement. Et donc, naturellement, il y a cette pulsion de vie qui dit bon, qu'est-ce que j'ai sous la main? Je suis en manque de reconnaissance, c'est-à-dire de légitimité totale, donc je vais en chercher en permanence. C'est hyper intéressant, tu sais pourquoi? Parce que moi, je vois tous ces parents qui me disent « Je sais plus quoi faire, ma fille, elle est sur les réseaux, à courir après les likes, à devenir influenceur, je sais plus quoi faire. » Donc, en réalité, il n'y a rien à faire pour la petite. Il y a quelque chose à faire peut-être pour lui apporter un amour un peu plus inconditionnel. Donc, une reconnaissance totale. C'est merveilleux, ça. Et à la fois, la blessure de certains parents en est totalement incapable. Et ils en sont incapables aussi. Ce sont des cul-de-jatte. Donc voilà, tu vois. Mais c'est déjà énorme si on peut proposer au monde cette compréhension que en fait, ils sont pas en train de bugger. Ils cherchent une reconnaissance parce qu'ils en ont manqué. Mais c'est le lot de tous les humains, puisque c'est une expérience duelle. Forcément, l'amour devient conditionnel à un moment. Pour l'instant, dans la conscience humaine actuelle, ça ne peut être que conditionnel. Donc, c'est une pulsion normale de la vie du personnage qui dit bon, mais moi, je me sens pas assez aimé, donc je vais en chercher. Tous les humains ont été dissociés de cet amour inconditionnel. Ouais, alors, il y a des exceptions. Ouais, selon les pas nombreux, mais voilà. Il y a certaines cultures, il y a certains êtres qui naissent dans une famille d'êtres complètement conscients, éveillés, donc qui se sentent totalement accueillis et qui ont une confiance totale et donc qui n'auront aucun besoin d'aller chercher ça. Mais ça, c'est exceptionnel, tu vois. Donc la plupart des êtres de cette planète sont soumis à ce fonctionnement d'aller chercher de l'amour pour se rassurer de ne pas être le premier à être dégagé, tu vois. Ouais. Tu vois, on va dégager les pires. Tu vois. Toi, tu es vraiment le pire. S'il te plaît, reste sur le côté.
Reste chez toi dans ton appart, fais chier personne, tu vois. Et donc, plus on va chercher de la valeur, plus on monte dans le classement de la valeur des humains, moins on a de risques d'être éjecté. Ce qui fait que le besoin de reconnaissance est considéré comme un des besoins fondamentaux de l'humain. Bien sûr. Et c'est là où on s'est planté, en fait. C'est-à-dire que... Enfin, on s'est planté. C'est la blague, oui. C'est la blague. C'est-à-dire que je vais chercher la reconnaissance, mais en fait, la vie, elle t'a déjà tout donné, puisque tous les jours, elle te dit, tous les jours, hein, par des expériences de vie plus ou moins confortables, mais tous les jours, elle dit, tu vas apprendre à t'aimer comme tu es. Tu vas apprendre enfin à te reconnaître, à reconnaître que avant d'avoir un ego, tu étais la vie et tu te posais pas de questions. Tu laissais la vie te traverser. C'est ça de redevenir des enfants. Tu vas... j'aimerais bien chanter comme Céline Dion, tu vois. Céline Dion, il y en a déjà une. Non, chante. Hein, si tu aimes chanter, chante. Oui, mais je sais pas chanter, je chante mal. Et alors ? Chante, tu vois. Si c'est ça ta passion. Mais si tu veux bien chanter, à la condition d'être aimé, vu, sinon chante. Et tu vois, c'est ça. Et la vie, elle dit, sois vraiment qui tu es, reconnais d'où tu arrives, reconnais l'amour en toi. Reconnais que tu es un être parfait dans toute ton imperfection, en fait. Parce que tu es nécessaire à la vie, même dans tes imperfections. Et du coup, c'est vraiment ça la paix, quoi. C'est tout le monde cherche de la reconnaissance à chaque endroit. Hein. Je vais pas lui dire ça, oh là là, il va plus m'aimer. Ma copine, je la connais depuis 10 ans, je vais pas l'abandonner. Enfin, tu vois, à tous les endroits, c'est ce que ça va chercher, inconsciemment ou consciemment, hein, de la valeur, de la reconnaissance. Mais ça ne fonctionnera, et c'est ça la véritable paix, que quand tu reconnaîtras que tu peux être fier de toi à chaque instant, même dans tes zones d'ombre. Tu n'as jamais fait d'erreur. Non. Et tu n'en feras jamais. Tu ne fais que vivre une succession d'expériences pour laquelle tu n'as aucun choix de bien faire ou mal faire. Tu vas toujours faire de ton mieux, c'est une évidence. En fait. Donc tu n'as jamais fait d'erreur, même si ça a généré de la souffrance chez toi ou chez les autres. Et là, on peut demander pardon au personnage qu'on a blessé. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais fait d'erreur. Tu n'en feras jamais, comme tout le monde. Donc c'est réglé. Et tu parlais des rêves, c'est... à un moment donné, je m'étais un peu penché là-dessus. C'est vrai que, tu sais, la petite fille ou le petit garçon, d'ailleurs, peu importe, là, c'était... Je veux chanter comme Céline Dion, tu vois, et puis elle commence à y croire qu'elle aime ça. Mais en fait, elle n'a aucun intérêt pour le chant. Ce qu'elle veut, c'est le retour d'amour qu'elle voit à l'écran quand Céline chante, tu vois. Et donc, elle s'entête, elle prend des cours de chant, et c'est catastrophique, en fait. Parce qu'elle n'est pas en train d'incarner son unicité, son super pouvoir, mais courir après une forme de reconnaissance. Et en fait, elle a confondu son besoin de reconnaissance et d'amour. Et en fait, elle rêve d'être aimée totalement. Ça, c'est son vrai rêve. Le désir. Et elle se fait croire qu'en fait, elle adore le chant. Et donc, elle va chanter. Et ça va être catastrophique parce qu'elle insiste. Elle se fait croire qu'elle chante bien. Les gens n'osent pas lui dire que c'est pas vrai, etc., etc. Tu vois ? Et en fait, il y a les vrais rêves et il y a 80... C'est, comment il s'appelle ? Vladimir Zeland qui a écrit Transurfing, qui donnait une stat là-dessus. Je ne me rappelle plus, mais en gros, tu as 80, 85, 90% de gens qui volent le rêve de quelqu'un d'autre. En fait, ce n'est pas leur rêve. Et ils s'enfoncent dans une illusion. Parce qu'en fait, c'est la quête de la gloire, du résultat, de l'amour, en fait. Et tu vois la différence entre un petit garçon qui veut être pompier dans un petit village et un petit garçon qui veut être footballeur pro alors qu'il n'a jamais fait de foot. Donc il ne sait pas s'il aime le foot. Tu vois. Donc lui, ce qu'il veut, c'est les caméras et l'amour parce qu'il lui en manque maintenant dans son environnement. Donc c'est ça, c'est aussi, on peut aiguiller les gens sur qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. La vraie question, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Du coup, je suis en train de... Quand tu dis ça, je suis en train de voir que... Tu sais, quand je regarde l'émission, quand je tombe dessus, The Voice, c'est ça ? C'est vraiment une vieille. Et quand les jurys, ils disent ah, mais lui, il chante avec ses tripes. Ouais. Et tu sais, c'est là où je le vois, en fait. Parce que moi, j'arrivais pas à me dire comment j'arrive à... Quelque chose à vraiment me toucher.
Et puis ça, je passe complètement à côté, alors que la voix est belle et que tout est joli, tu vois. Et en fait, c'est quand ça chante avec l'ego et quand ça chante avec le cœur. Soit ça chante parce que c'est chanteur dans l'âme et c'est une pulsion de vie, soit ça chante en quête de reconnaissance, d'amour, etc. Et les deux sont justes, il n'y a aucun jugement. Non, bien sûr. C'était une stratégie. Oui. Et Très ça, bonne stratégie. et ça, je peux vous en parler. J'avais déjà un petit peu abordé tout à l'heure, mais moi, mon rêve, pour le coup, quand j'étais petite, c'était d'être célèbre. Mais moi, je ne me suis pas inventé un talent, par contre. Je ne suis pas allée prendre le talent d'un autre. Juste, je voulais être célèbre. Ouais. Donc déjà, j'avais un peu une stratégie qui tenait la route en disant, tu ne vas pas non plus t'inventer une vie. Toi, tout ce que tu veux, c'est être célèbre. Et je disais que je signais des autographes dans ma chambre, etc. Mais au-delà de Il y a ça, 3 ans. à 3 ans, je signais des autographes. Donc voilà, il y avait quand même un sacré projet de vie. Trop mignonne. C'est énorme. Mais au-delà de ça, c'était surtout être célèbre. C'était quoi? Imaginez sur une scène, l'Olympia ou Dôme, j'en sais rien, et avec un public de gens qui m'aiment. Donc ça me parle totalement de cette quête finalement d'une vie, d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Parce que aussi, peut-être des parents en cul de jatte. Ah ben, carrément. Tu vois? C'est obligatoire en fait. C'est obligatoire. Bah ouais. Et il n'y a pas de jugement sur les il n'y a parents. pas de jugement sur les parents en cul de Ils ont jatte. fait ce qu'ils ont... Eh ouais, Bah non, non. ils ont fait ils font ce qu'ils peuvent, et ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont appris. Et je pense que, alors peut-être que c'est pas juste, mais ce qui me vient, c'est qu'en fait, la hauteur, on va dire, le besoin à tout prix de chercher l'amour à l'extérieur, donc à savoir la popularité, etc., vient de la hauteur du manque, en fait. Oui. Parce Exact. que si je reprends ce que tu as dit, qu'en soi, on est tous en quête d'une reconnaissance parce qu'on n'a pas intégré ce concept d'amour inconditionnel, on va chercher la reconnaissance par un patron, par un groupe de potes, etc. Mais si finalement c'est dissocié et en creux immense, on va le chercher de façon immense. C'est ça. Exactement, à la même échelle. Hyper logique. Ouais, je l'avais vu avec un jour où j'étais au pub. Quand je vois aujourd'hui quelqu'un qui a un ego démesuré, et moi, mon gros travail, et j'ai beaucoup d'argent, et ma grosse voiture, et toutes les femmes qui sont autour, qui payent le resto. Enfin, je me souviens avoir vu ça dans un bar. Et avant le travail, on va dire, ça aurait pu me mettre en colère. Alors, bravo, hein, n'importe quoi. Hein, voilà, il montre ça à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, ça me fait pleurer. Oui, ouais. C'est-à-dire que quand je vois ça, moi, je vois un petit garçon qui a un ego démesuré et qu'à la même échelle, il a une blessure démesurée. Ouais, il a un vide démesuré. Ouais. Et du coup, comme il va chercher partout de la reconnaissance, Il donne pas. il n'en a pas. Puisque les gens qui sont avec lui, c'est des gens qui profitent, c'est des gens qui, voilà, ou peut-être qu'il en a, mais très très peu, quoi. En tout cas, c'est pas ça qui le comble, ça c'est sûr. Même si tout le monde dit, oh là là, t'es parfait, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Moi, je sais qu'à l'intérieur, il prend pas. Mais tu vois, du coup, ta vision du monde, elle change. Et ça veut pas dire que c'est mon pote, hein. Ça veut pas dire que demain, je vais bouffer avec lui, tu vois, c'est pas, ça m'apporte pas grand-chose, mais ça m'apporte de voir que, putain, ceux vraiment qui ont tellement besoin de cette reconnaissance, c'est vraiment qu'ils en ont beaucoup, beaucoup manqué. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ça met aussi de l'empathie, de la douceur entre nous. Ouais. On a tendance à, celui-ci est comme ça, non. Bon, évidemment que ça parle de nous, mais partant de là, il en fait des caisses, mais le pauvre. Oui. Ben c'est exactement ça. Tu vois. Pour en faire des caisses, parce qu'en plus, en toute honnêteté, ça gave tout le monde. Hein. Soit ça active ton propre ego qui ne se le permet pas, soit ça te gave parce qu'il est meilleur que toi ou il a plus d'argent. Enfin, ça ne peut que activer les gens qui sont dans leur système égotique. Mais si tu prends un peu de recul, tu fais, mais peu cher, c'est fou d'avoir manqué d'amour à ce point pour se prostituer, tu vois, vendre une image. Donnez-moi cet amour. Donc c'est triste, et à la fois ça nous permet aussi de déclencher tu vois, une pulsion d'amour du petit garçon qui est à l'intérieur ou de la petite fille qui est à l'intérieur, et se dire waouh, je te donne tout mon amour. Au-delà de la façade que tu nous proposes là et qui gave tout le monde, je traverse ce truc là et je te donne tout mon amour, et s'il y a un espace pour qu'on partage, on partagera. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et ce que tu disais, à 3 ans, je veux l'Olympia. Là, tu es en train de mesurer en tant qu'adulte le vide qu'a vécu la petite.
Et là, c'est waouh, tu peux lui faire le câlin de l'Olympia toi-même, en fait. Ouais. Et c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'autre chose que la prise de conscience de « Ah ouais, ma petite fille, elle exprime clairement qu'elle a besoin, en fait, d'être rassurée. » Et de beaucoup d'amour. Ouais, Finalement. mais que Il y a que... tu es la seule à pouvoir lui offrir. Par exemple, en lui parlant légèrement, tu vas te dire « Petite Manu, tiens, t'as vu ce qu'on a fait aujourd'hui? C'est super fun. Et puis, on se régale. Et puis, on est dans une vraie relation. Et voilà ce que c'est ma vie aujourd'hui. » Donc, tu vois, tu peux te rassurer, quoi. L'écouter aussi. L'écouter si elle vient te taquiner avec de l'émotionnel. Mais toi, tu peux lui parler systématiquement. Dire « Regarde, aujourd'hui, on est à la plage, on a nos potes. Tout va bien, en fait. » Tu vois bien qu'on est dans un espace sécure, d'amour. Mais il faut juste lui montrer. Parce qu'elle, elle est bloquée dans un espace-temps. Elle n'a pas accès à tout ça. Elle ne le vit pas, ça, si tu ne lui montres pas. Donc, c'est ça, c'est vive la schizophrénie. C'est ça. Entre guillemets. Enfin, voilà. Je crois qu'on arrive plus ou moins au bout de notre partage. C'était précieux. Merci. Ouais. Oh non, mais vraiment un immense merci. Merci parce vraiment, que vraiment. Je crois que je pourrais passer des heures à discuter Tu sais, tu reviens quand tu veux. de tout ça. C'est tellement riche, profond. Ma petite fille découvre et elle est émerveillée. À chaque fois, ça raconte, allez, viens, on arrête, on va aller vivre au bord de la rivière. Ça raconte ça. Et la vie, à chaque fois, tu vois, moi, à chaque fois que j'arrive à un stage, je dis, on fait le stage. Et à la pause, je peux parler jusqu'à 2h du mat, quoi. Oui, il y en a vu. J'ai vu. J'ai vu, mais c'était riche et généreux. C'était généreux. Et pourtant, ma tête, elle dit, tu vas te coucher tôt, hein. Mais c'est... Il y a le 5 jours qui arrive, je sais que ça va être pareil. Ma tête, elle dit... comme avant une vidéo, je vois pas ce que j'ai à dire. Hein. Et c'est ça, quoi. Moi, je suis dit pareil. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas ce qui va se passer. Ce qui doit se passer, comme quoi on n'est pas au même endroit. C'est comme ça. Hein. Ça raconte plein de choses. Tout le temps. Elles sont toutes fausses. Manu, merci du fond du cœur. Merci. Tu reviens quand tu veux, en vacances ou en travail. C'est ce que ça veut dire, mais bon, voilà. Ouais. Le meilleur pour toi. Ne change rien. Ne change rien. Fais la planche. La vie prend soin de toi, c'est une évidence. Dès que ça analyse ou essaye de comprendre, poubelle. Fais la planche. Flotte. Vole. Et merci d'aider tous ces jeunes, toutes ces femmes, tous ces hommes. Déjà, m'aidez-moi. Et ouais. Et à chaque fois que... oui. Tu aides tous les autres. Tu sais, c'est une forme de locomotive. Hein. Tu tractes juste par ta présence un exemple de résilience qui est ouf. Merci de nous aider à le faire, finalement. Avec joie. Moi et toute la locomotive. C'est ça. Merci. Merci. Ciao, ciao, ciao.